Chers amis, bonjour et merci d'être si nombreux parmi nous ce matin. 205 inscrits, 209 maintenant, le compteur monte, 211, et je vais bientôt être jugé. Et merci d'être présent pour cet observatoire FIC de janvier. Il n'est jamais trop tard, puisque le mois n'est pas terminé. Et toute l'équipe, Amélie qui est à mes côtés, et Guillaume et tous les autres qui contribuent à ce FIC, vous présente des vœux très choisis et des vœux tout particuliers dans cette année qui, vous l'avez compris, est une année particulièrement difficile pour nous tous et puis aussi pour le FIC, mais nous ne baissons pas les bras, et nous tiendrons, et c'est une manière pour nous de dire non à cette pandémie. Voilà, donc heureux de vous retrouver ce matin pour un sujet tout à fait intéressant, celui concernant les câbles sous-marins. Vieux sujet puisque la Convention internationale remonte à 1884, donc il y avait déjà la volonté de relier les continents. Aujourd'hui, 99% à peu près du trafic se passe par les câbles sous-marins. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, mais on peut dire que avec l'essor d'Internet, avec la montée en puissance de la donnée, eh bien, ces câbles sous-marins prennent une dimension toute particulière. Et on dit souvent que le numérique est par définition, comment dirais-je, immatériel. Eh bien, on oublie toute la couche physique qui permet le fonctionnement depuis nos ordinateurs et les data centers, mais aussi ces câbles sous-marins. Et ces câbles sous-marins ont une géographie, je pense que nos amis ce matin le montreront, et quand on a une géographie, on a une géopolitique. Et à partir du moment où ces câbles sous-marins prennent autant d'importance, à partir du moment où les GAFAM sont en train de monter en puissance avec la possibilité de rassemblement, je pense que Jean-Luc Villemin nous le confirmera, en 2025 d'atteindre à peu près 95% du nombre de câbles mis en place dans le monde, eh bien, je crois que là, il y a une vraie question qui se trouve posée, et une question qui n'est pas simplement celle sur la fluidité des données, mais également sur la sécurité de nos données et la possibilité pour des États riverains, ou même des États non riverains, eh bien, de porter atteinte en quelque sorte, non seulement à la neutralité du net, mais également à la confidentialité des données qui sont véhiculées par ces câbles sous-marins. Alors, je suis très heureux d'accueillir avec Amélie, à qui je vais donner la parole, eh bien, Camille Morel, qui est chercheuse à Lyon 3, et qui va effectivement apporter sa contribution sur cet aspect géopolitique et géostratégique des câbles. Et puis un homme que je connais bien, je revois avec plaisir, Jean-Luc Villemin, qui est de la première session nationale cybersécurité et souveraineté numérique de l'IHEDN-INEGI, et donc qui est aujourd'hui vice-président exécutif à l'International Network d'Orange. Et donc tous les deux, je vous remercie pour votre intervention. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Amélie, qui va vous poser les premières questions, lancer le débat. Oui, puis je vais commencer surtout par terminer le panel des intervenants. On a aussi Félix Blanc, donc de l'organisation Internet sans frontières, et puis Felipe Batista, donc qui représentera la présidence portugaise de l'Union européenne et qui viendra nous expliquer pourquoi et comment le Portugal a fait de la question des câbles sous-marins l'une de ses priorités. Alors, on va commencer effectivement tout de suite un petit peu par peut-être planter le décor. On parle des câbles sous-marins, mais un câble sous-marin, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Pourquoi un câble sous-marin? Quels sont leurs avantages comparés à d'autres types de câbles? Et qu'est-ce qu'ils permettent? C'est ce qu'on va essayer de découvrir tout de suite avec Camille Morel et Jean-Luc Villemin. Peut-être, Jean-Luc, est-ce que vous pourriez peut-être commencer un petit peu par nous expliquer voilà, ce que c'est qu'un câble et comment on l'utilise, à quoi ça sert, et puis Camille, vous pourrez compléter. Alors, un câble sous-marin, aujourd'hui, un câble numérique, c'est le vecteur privilégié de transmission de la donnée au sens large entre les continents. Alors, effectivement, la technologie des câbles sous-marins, elle est très ancienne. Le premier câble sous-marin, il date de 1850. Il y a eu toute une évolution, évidemment, depuis cette époque, puisque les premiers câbles sous-marins étaient essentiellement des câbles Morse. Bon,
Mais en gros, et pour faire court, depuis 1980 et l'arrivée des technologies de fibre optique dans les câbles sous-marins se sont révélés être la technologie la plus efficace, la plus économique pour transporter les données entre les continents. Voilà. Et aujourd'hui, effectivement, comme vous l'avez dit, à peu près 99% du trafic intercontinental, il convient toujours de le préciser, transite à travers les câbles sous-marins. Voilà. C'est effectivement la partie infrastructure de l'Internet. Sans câble sous-marin, aujourd'hui, il n'y a plus d'Internet. Alors, physiquement, c'est tout petit. On peut, effectivement, quand je parle de câble sous-marin, la plupart des gens imaginent une espèce de gros truc. Voilà, un câble sous-marin, physiquement, c'est un tuyau d'arrosage. Voilà, c'est à peu près la taille et la forme d'un tuyau d'arrosage. Donc, c'est un tuyau d'arrosage qui est posé au fond de la mer et qui serpente sur plusieurs milliers de kilomètres, puisque le plus grand câble sous-marin, qui est le 6008-3, fait à peu près 39 000 kilomètres, ce qui équivaut peu ou prou à la longueur de la Terre, la circonférence de la Terre. Merci beaucoup. Camille, est-ce que vous vouliez compléter peut-être ? Éventuellement, non, pour donner une idée de ce que ça représente effectivement pour les individus, enfin en tout cas pour le bon fonctionnement de l'économie et de la société mondiale. Donc effectivement, ça sert au transfert des données Internet. Mais il faut avoir en tête que, à la fois pour les entreprises, pour les banques et pour la finance mondiale, par exemple, il y a des câbles qui sont dédiés aux câbles. Ça représente effectivement une activité nécessaire au quotidien. Pour les individus également, quand on souhaite effectivement consulter des sites dont les hébergements de données sont à l'international, voilà, tout ça, c'est concret. On ne le voit pas forcément, mais en fait, c'est du concret et au quotidien, on a besoin de ces câbles sous-marins. Pour compléter, pour ouvrir une notion intéressante, je dirais que les câbles sous-marins, c'est ce qui a permis la mondialisation de l'Internet et la mondialisation du traitement de la donnée. Tant qu'il n'y avait pas de câbles sous-marins, on raisonnait en réseau sur une échelle nationale, à la limite continentale, à l'échelle d'un continent. L'arrivée des câbles sous-marins et les débits qu'ils sont capables de délivrer aujourd'hui a permis de raisonner en matière de données au niveau mondial. Et c'est typiquement ce que font les GAFA aujourd'hui, en ne raisonnant plus à l'échelle de la France, à l'échelle de l'Europe ou à l'échelle des États-Unis, mais ils ont bien une stratégie mondiale et les câbles sous-marins sont le lion de cette stratégie et le vecteur de possibilités. Tout à fait, on parlera des GAFA d'ailleurs un peu plus tard, hein. Mais bon, au moins maintenant on sait à quoi ressemble un câble sous-marin. Tous ceux qui ont des tuyaux d'arrosage ont une idée un peu plus concrète de ce que c'est. Et peut-être qu'on peut passer du coup maintenant à se demander, on parlait le général mentionnait la géographie des câbles et peut-être que c'est quelque chose que vous pourriez nous présenter, Camille. Quelles sont les principales routes qui sont traversées par ces câbles? Quelles sont peut-être des zones qui sont plus ou moins desservies? Quels sont les points d'atterrissage et quels sont aussi là les points les plus notables? Je crois que vous aviez des données aussi à donner sur ces éléments. Oui, alors je vais essayer de partager quelques cartes à partir de, si j'y arrive, de mon PowerPoint pour que vous ayez une idée un peu plus concrète de ce que ça représente. Alors, je ne suis pas sûre que j'y arrive tout de suite. Mais bon, tout simplement, déjà, pour donner une idée et dresser un portrait général, il faut avoir en tête que les câbles sont concentrés en gros sur vraiment 3 axes principaux, en tout cas 2 grands axes principaux, que sont l'axe transatlantique, finalement, qui relie l'Europe aux États-Unis, et puis l'axe Europe-Asie, en passant par le canal de Suez, donc on imagine bien, et qui sont finalement les routes traditionnelles du trafic maritime, empruntées par les navires aujourd'hui, et les routes qu'empruntaient déjà à l'époque télégraphique les câbles sous-marins qui étaient posés à cette époque. Donc finalement, on a une évolution qui a peu changé, si ce n'est qu'on a de nouvelles routes qui aujourd'hui se mettent en place pour différentes raisons, à la fois un besoin de diversité, notamment des points d'arrivée des câbles, pour assurer de la résilience, davantage de résilience en tout cas, et puis pour répondre à des besoins de développement économique notamment, puisque c'est vrai qu'on ne l'a pas tout de suite dit, mais je pense que ça fera l'objet d'un sujet de questions un peu plus particulières, mais sur l'apport de ces câbles d'un point de vue du développement économique et social, voilà, parce qu'ils apportent de la connectivité supplémentaire.
Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en effet, il y a donc la répartition de ces câbles n'est évidemment pas homogène sur le globe, avec ces axes que je viens d'évoquer qui sont principaux, mais aussi il y a évidemment des pays et des zones qui sont bien plus reliés que d'autres, puisque typiquement le continent américain et les États-Unis en particulier sont encore au centre de l'architecture globale du réseau, de la grande toile telle qu'on l'imagine, à la fois d'Internet, mais également ça se traduit au niveau des câbles sous-marins. On a cette grande centralité qui est encore très présente. Et puis, on a des zones qui sont en cours de développement, mais qui sont quand même beaucoup moins reliées, comme le continent africain, par exemple. Des zones qui sont au niveau régional aussi très dotées, comme l'Asie, où on a une multiplication de lignes courtes, on va dire, donc qui sont à la dimension un peu plus étroite que les câbles internationaux et multinationaux souvent qu'on évoque pour la route Europe-Asie et les câbles qui relient plusieurs autres continents. Il y a également des points de concentration importants qui doivent être soulignés. Typiquement, voilà, on a une concentration forte des câbles au niveau de la zone du canal de Suez, du détroit de Bab el-Mandeb, puisque évidemment ces câbles sont nécessairement obligés de passer par ces aires maritimes-là. Le détroit de Malacca, qui concentre beaucoup de câbles sous-marins. Et j'en passe. En revanche, quand on parle de nouvelles routes, en tout cas de routes émergentes nouvelles, on pense évidemment à des liaisons qui sont un petit peu atypiques. Je pense que Félix Blanc aura l'occasion de revenir sur un certain nombre d'entre elles. Mais par exemple, quand on pense à l'effort qui est fait par le Brésil pour développer des routes qui sont un peu alternatives, on a des routes qui font Amérique du Sud, Afrique directe, alors que voilà, on avait finalement peu cette représentation-là aujourd'hui sur le grand schéma des câbles sous-marins. Et de même, on a des efforts qui sont faits, par exemple, pour relier, pour faire passer des câbles sous-marins au niveau de l'Arctique. Alors, ce sont des efforts naissants et on n'a pas forcément la réalisation concrète de ces câbles aujourd'hui. Mais si ces routes venaient à aboutir et si on avait les premiers câbles qui étaient posés vraiment sur les routes arctiques pour relier, par exemple, l'Europe à l'Asie en passant par l'Arctique et non plus par le canal de Suez, eh bien, on aurait vraiment un contournement et une refonte un petit peu de cette géographie des câbles sous-marins qui entraînerait effectivement une restructuration générale de ce réseau. Voilà. Et puis, je pense que Jean-Luc Villemin pourra compléter les éléments. Oui, je crois que le général veut dire un mot. Je voulais… non, mais c'est pas la peine de… Oui, je voulais vous poser une question. Effectivement, vous nous avez présenté un peu le panorama des différents câbles sous-marins avec, évidemment, encore une domination Est-Ouest, si je peux dire, États-Unis, Europe, États-Unis, Asie. Et on voit bien aujourd'hui, effectivement, à partir du Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde, se définir une sorte de réseau des BRICS, si je puis dire. Hein. Et puis, il y a tout le contournement de l'Afrique qui permet d'irriguer un certain nombre de pays côtiers, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'aujourd'hui, la redondance est quelque chose qui est recherché justement pour permettre la résilience du système quand on sait qu'il a suffi qu'un navire arrache un câble sous-marin dans le golfe d'Annaba avec son ancre pour que l'Algérie soit privée d'Internet pendant plusieurs jours, en tout cas fortement réduite, quand on sait qu'il suffit qu'un atterrissement, c'est-à-dire le blocos en quelque sorte, où le câble rentre en contact avec la terre, brûle également dans cet endroit pour que, à nouveau, on soit privé d'Internet pendant plusieurs jours. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, on recherche par le câblage la résilience, c'est-à-dire la capacité d'un pays de continuer à être connecté sur Internet, quand bien même un câble ferait défaut, un ou plusieurs. Voilà, c'est un petit peu une question qui peut se trouver posée. Alors, je crois que ce qu'il est important de préciser à ce stade, c'est qu'il n'y a pas de planification mondiale des câbles sous-marins. Voilà, il n'y a pas de système d'organisation, de répartition, de structuration. Quand on parle du système de câbles sous-marins mondial, c'est une somme d'initiatives individuelles ou indépendantes en tous les cas. Voilà, chaque opérateur, chaque État, chaque acteur économique est libre de décider s'il veut construire un câble entre deux points. Donc la notion de résilience que vous évoquez, mon général, elle est liée en fait à la volonté des acteurs. L'État algérien, qui effectivement n'est relié que par un seul câble aujourd'hui au reste du monde, aurait tout à fait la possibilité, s'il le souhaitait, de faire construire, de lancer la construction d'un deuxième, d'un troisième ou d'un quatrième
câbles sous-marins vers d'autres destinations pour assurer la résilience de son système. Voilà. Donc c'est une décision individuelle qui regarde chaque acteur de l'écosystème. Alors, je voudrais revenir sur ce que disait Camille sur les routes. Hein. Effectivement, les deux routes qu'elle a mentionnées, c'est-à-dire la route transatlantique et la route Europe-Asie, sont les plus importantes pour l'Europe. Il y en a quand même une troisième qui est très importante et qui est très disputée aujourd'hui, c'est la Transpacifique. Avec des batailles assez homériques entre notamment les acteurs de l'écosystème occidental et les Chinois. On a vu il y a peu de temps un câble qui était en train d'être posé vers Hong Kong, être dérouté en pleine pause pour partir vers une autre destination jugée plus sûre. Et puis, à part ces très grandes routes, effectivement, dont on a parlé, et qui sont les vecteurs de l'Internet mondial et du système d'échange de données mondial, il y a aujourd'hui de plus en plus des petites lignes, des petits câbles, hein, tu l'as mentionné aussi, Camille, parce qu'en matière de technologie, les câbles, on ne sait pas trop par quoi les remplacer. Nous avons posé il y a quelque temps un câble le long de la côte ouest du Chili. On a relié un petit village qui s'appelle Tortel au fin fond de la Patagonie qui a 450 habitants. 450 habitants, ça paraît complètement décorrélé du coût d'un câble sous-marin. Et pourtant, pour une zone comme la Patagonie, les câbles sous-marins et la technologie des câbles sous-marins est aujourd'hui la technique la plus intéressante et la plus pertinente pour assurer le développement économique de la région et son désenclavement. Oui, ça c'est un sujet sur lequel on reviendra peut-être justement avec Félix un peu plus tard. Peut-être aussi, ce que vous pourrez nous présenter, c'est qui sont les principaux fournisseurs et opérateurs de câbles aujourd'hui. C'est vrai voilà, vous êtes représenté Orange, donc on a bien conscience qu'il y a des grands opérateurs historiques et traditionnels qui construisent et qui opèrent ces câbles, mais on voit aussi, et je crois que tant Camille que Jean-Luc, vous allez nous présenter ça, on voit que le paysage et le panorama des acteurs change, évolue, et qu'on voit arriver de nouveaux acteurs peut-être un peu sans surprise finalement. Alors, l'écosystème des câbles sous-marins, bon, alors il se divise en plusieurs types d'acteurs. Alors d'abord, il y a effectivement les fabricants, les gens qui maîtrisent la technologie des câbles sous-marins, qui sont capables de fabriquer physiquement un câble sous-marin et l'ensemble des équipements électroniques qui vont permettre de le faire fonctionner. Là, c'est relativement simple. Aujourd'hui, il y a en gros 4 acteurs mondiaux. Il y a un Américain, TE Subcom, qui est d'ailleurs l'héritier des ambitions industrielles d'ATT dans le domaine. Il y a un Français, Alcatel Submarine Network, hein, qui appartient au groupe Nokia, hein, mais dont les principales usines de fabrication sont situées en France. Il y a un Japonais, NEC, dont l'usine est située à Kitakyushu, au sud du Japon. Et puis, il y a un Chinois qui faisait partie du groupe Huawei, qui s'appelle Huawei Marine, et qui a été racheté il y a quelque temps par le principal groupe fabricant de fibres optiques en Chine, qui s'appelle Hengtong. Voilà. Donc, 4 acteurs en matière de fabrication et de maîtrise de la technologie de fabrication des câbles sous-marins. Après, dans le domaine du financement des câbles sous-marins, les gens qui décident d'installer un câble sous-marin quelque part, on trouve toutes sortes d'acteurs. On trouve des gouvernements, voilà, parce qu'il y a des câbles sous-marins qui répondent à des logiques de développement du territoire, où il y a des pays où l'opérateur télécom est une émanation du gouvernement. C'est encore, par exemple, le cas beaucoup en Afrique. En Europe, on va trouver un peu le canal historique que je représente modestement ici, voilà, c'est-à-dire les opérateurs, hein, puisque les opérateurs, depuis l'origine des câbles sous-marins, ont été les promoteurs de ces infrastructures, soit individuellement, soit à travers des consortiums qui ont représenté pendant très longtemps le modèle principal de réalisation des câbles sous-marins. Et puis, depuis quelques années, en gros depuis les années 2000, on voit arriver des câbles privés qui sont lancés par des acteurs individuels qui réalisent soit des opérations financières, alors il y en a quelques-uns. Bon, il y a des gens qui, à une époque, ont pensé qu'on pouvait devenir très riche dans les câbles sous-marins. Ça ne s'est pas vérifié. On peut devenir très pauvre dans les câbles sous-marins, mais je n'ai jamais rencontré de gens qui soient devenus vraiment très riches. Et puis maintenant, effectivement, les acteurs qui prennent le relais, mais encore une fois,
pas sur l'ensemble du territoire, mais sur un certain nombre de routes qui sont stratégiques pour eux, ce sont les GAFA, avec en particulier deux grands terrains de bataille. Le premier, la route transatlantique, qui sont sur le point de maîtriser de façon extrêmement écrasante en termes de capacité. Et puis la route transpacifique, qui est également une route très très disputée. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'investissent pas dans d'autres câbles. Hein. Facebook et Google ont tous les deux lancé des câbles autour de l'Afrique. Ils ont lancé également quelques câbles sur la route Europe-Asie. Mais les grands terrains de bataille aujourd'hui, ça reste quand même, enfin, le principal d'entre eux, c'est la zone transatlantique. Alors peut-être, je crois que vous tous les deux, vous aviez des cartes un petit peu à nous montrer justement pour montrer les routes. Alors peut-être Camille, si vous pouviez essayer de nous montrer vos slides, ça nous permettra de faire une petite parenthèse admin pour vous expliquer, pour vous rappeler de ne pas hésiter à poser vos questions, tous les participants, sur l'onglet questions, qui est donc en haut à droite du bandeau. Voilà les câbles, les routes qui arrivent. Et donc, voilà, pour reprendre ce que je disais, n'hésitez pas donc à envoyer vos questions sur l'onglet questions. On les prendra à la fin. On gardera un petit peu de temps pour répondre à ces nouvelles questions. Voilà. Alors là, effectivement, on a une première carte que vous pourrez peut-être nous commenter. Camille, je te laisse la commenter puisque je pense que c'était celle-là, peu ou prou, que tu voulais projeter. Alors, je ne sais pas si… Je ne vois pas la carte en question pour l'instant. Alors… Peut-être que je fasse quelque chose. La carte des câbles sous-marins en 2020. Nous, on la voit de notre côté. C'est la carte effectivement des câbles sous-marins en 2020 hein, et on voit effectivement les principales routes. Donc vous voyez au milieu, entre l'Europe et les États-Unis, la route transatlantique, hein, qui est aujourd'hui la route privilégiée, hein, comme je l'ai dit, avec véritablement un transfert de puissance sur cette route, où les anciens câbles qui avaient été installés par les opérateurs dans les années 2000 sont en train d'être remplacés par des câbles lancés par les GAFA. On voit très bien sur la gauche hein, la route transpacifique, extrêmement importante, avec les liens directs entre les États-Unis et l'Asie, avec deux points d'atterrissage principaux en Asie, le premier étant le Japon et le deuxième étant Singapour, avec une branche de dérivation vers l'Australie. Hein. Il est intéressant d'ailleurs de voir que l'Australie est beaucoup plus connectée à l'écosystème transpacifique qu'à l'écosystème vers l'Europe. Les branches qui descendent des États-Unis vers l'Amérique du Sud, et puis, comme on l'a mentionné tout à l'heure, la route Asie qui passe par le canal de Suez et qui va venir traverser la mer Rouge, contourner l'Inde et rejoindre Singapour, et puis la route Afrique hein, qui commence à se développer de façon extrêmement importante et qui est clairement le vecteur de développement économique de l'Afrique. Voilà. Donc c'est à peu près 1,2 million de kilomètres. Il y a entre 300 350 câbles sous-marins, ça varie, hein, on en ajoute et on en enlève à peu près tous les jours. Et comme on l'a mentionné, à peu près 99% du trafic intercontinental, tout trafic confondu, voix, données, Internet, etc. Camille, tu veux peut-être ajouter quelques points ? Alors, pas nécessairement sur la géographie que je pense que tu as bien présenté à ce niveau-là, enfin qui est assez complète. Peut-être davantage sur les acteurs que tu as présentés. Donc effectivement, c'est intéressant de le voir de manière assez sectorisée, c'est-à-dire d'un côté les fournisseurs, de l'autre les acteurs investisseurs, hein, finalement dans les câbles sous-marins qui sont aussi propriétaires de ces câbles. Et puis évidemment les armateurs aussi, hein, qui sont finalement les navires qui sont chargés de la pose et de la réparation de ces câbles, qui constituent le troisième volet des acteurs de cet écosystème. Mais c'est aussi intéressant de le voir de manière croisée, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des recoupages qui peuvent être faits entre ces différents acteurs. Et là, c'est intéressant d'un point de vue plutôt géopolitique derrière, où on sait qu'il y a des États qui, à travers leurs entreprises, etc., sont en capacité d'agir sur différents segments de ce marché des câbles sous-marins. Typiquement, je pense à T-Subcom, donc, que Jean-Luc Villemin évoquait sur le continent américain, qui est à la fois un fabricant de câbles sous-marins, donc qui a vraiment ce savoir-faire de la fabrication, et puis qui est également présent sur le marché de la réparation, de la pose et de la réparation des câbles sous-marins avec des navires en propre.
Orange également, qui est un opérateur, mais qui a également une capacité de réparation des câbles sous-marins. ASN, donc également un acteur français de la fabrication des câbles sous-marins, qui possède des navires également en capacité d'agir, de réparer et de poser de nouveaux câbles sous-marins. Et puis l'acteur chinois, que Jean-Luc Guillemin a évoqué également, qui là aussi est à la fois dans la fabrication ces câbles, qui émergent depuis une dizaine d'années sur cette niche, on va dire, du marché, et qui possède également des navires en capacité de réparer les câbles avec une joint venture qui a été passée avec une entreprise anglaise, et puis qui finalement, par un autre biais, est aussi d'une certaine manière opérateur de communication. Donc on voit qu'il y a des recoupages intéressants à faire qui permettent d'avoir une lecture un peu plus complète encore de ce qu'un État ou ce qu'une entreprise en tout cas est capable de faire et à quel niveau. Oui, tout à fait. Et ça, c'est un sujet qu'on abordera aussi un peu plus tard sur les enjeux économiques et politiques que peut représenter cette évolution de la géographie et des acteurs des câbles. Et peut-être, d'ailleurs, pour bien comprendre cette discussion qu'on aura ensuite, est-ce qu'on peut peut-être revenir sur les facteurs explicatifs de la situation d'aujourd'hui? Jean-Luc Guillemin, est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer un peu à quoi correspond à quels critères répond la localisation des points d'atterrissage, par exemple, quels avantages ça représente à la fois pour les territoires concernés et puis de manière un peu plus large pour les pays concernés aussi. Alors oui, c'est une question qui est très intéressante parce qu'on a tendance à considérer que le point d'atterrissage d'un câble sous-marin, il est fixe. Et quoi qu'il arrive, le câble sous-marin, il arrivera à un endroit qui est un peu prédestiné en fonction de certains critères historiques ou autres. Ce n'est pas du tout le cas. Le point d'atterrissage d'un câble sous-marin, il est variable au sein d'une zone géographique. Je vous arrête juste 2 minutes, on ne vous entend pas très bien. Je crois que le son n'est pas très bon. Peut-être. Voilà, je prends mon micro. Ça va mieux comme ça ? C'est mieux, oui, c'est mieux. Voilà, super, merci. Parfait. Oui, je disais, c'est une question intéressante parce qu'on a tendance à penser, d'un point de vue intellectuel, qu'un câble sous-marin, le point d'atterrissage d'un câble sous-marin, il est fixe, il est déterminé. Et un câble sous-marin, quoi qu'il arrive, par exemple, un câble sous-marin transatlantique, il arrivera en France. Un câble sous-marin sur la route Asie, il arrivera à Marseille, etc. C'est pas vrai du tout. Un câble sous-marin, ça représente un investissement industriel, et il y a des vraies compétitions, il y a des compétitions extrêmement fortes entre les pays pour convaincre les organismes qui vont réaliser des câbles sous-marins de les faire attirer chez eux. Parce qu'un câble sous-marin, ça arrive avec un écosystème, de transmission de données, ça arrive avec des enjeux de souveraineté, des enjeux de sécurité. Ça a un modèle économique basé aussi sur l'échange des données. Et actuellement, en Europe, par exemple, un très grand nombre de pays souhaitent attirer les câbles sous-marins sur leur territoire. Si on prend par exemple la façade atlantique, sur la façade atlantique, il y a une compétition extrêmement forte entre l'Espagne, le Portugal, Alors là, on ne vous entend plus du tout. Un suspense terrible. Je sais pas, attendez, je vais... c'est bon, c'est bien. On vous entend de nouveau. On vous entend de nouveau. Merci. Donc, je disais, il y a une forte compétition entre les pays, et sur la façade atlantique, eh bien, des pays comme l'Espagne, le Portugal, la France, le Royaume-Uni ou le Danemark se battent sans arrêt pour essayer d'obtenir que les câbles sous-marins arrivent sur leur territoire. Et de la même façon, sur la façade méditerranée, eh bien, l'Espagne, l'Italie, la France, ou même d'autres pays comme la Turquie, essayent d'attirer les câbles sous-marins sur leur territoire. Voilà. Et donc, c'est pour ça que la capacité d'attractivité d'un territoire, la volonté politique d'un gouvernement, alliée quelque part à une volonté économique d'un opérateur ou d'un acteur national, est un élément clé aujourd'hui pour déterminer l'atterrissage d'un câble sous-marin. Voilà.
Et alors justement, qu'est-ce qui fait l'attractivité ou non d'un territoire à recevoir des câbles et être un point d'atterrissage? Alors, c'est un peu comme un investissement industriel. Bon, d'abord, l'environnement économique, les infrastructures. Est-ce qu'une fois que le câble sera arrivé sur un territoire, eh bien, on saura le router vers d'autres pays, vers d'autres destinations, vers d'autres data centers? Est-ce que la régulation est adéquate? Alors, la perception de l'adéquation de la régulation, elle dépend des acteurs. Hein. Les GAFA, par exemple, détestent tout ce qui est régulation. Donc, ils vont plutôt chercher des pays avec la régulation la plus souple possible. Donc, tous ces éléments sont pris en considération. Alors, il y a quelques éléments législatifs. Par exemple, en France, il est de plus en plus difficile de faire atterrir des câbles sous-marins au regard de la réglementation écologique. La quasi-totalité de nos côtes aujourd'hui est classée espace maritime remarquable, avec des conditions de dérogation qui sont de plus en plus difficiles. Donc, faire atterrir un câble sous-marin en France aujourd'hui, c'est compliqué. C'est entre 2 ans, 2 ans et demi de procédures administratives pour obtenir l'ensemble des autorisations nécessaires. Oui, en effet, le process n'est pas des plus aisés, mais en revanche, quelles peuvent être les retombées pour la ville, la région, le pays qui reçoit qui devient des points d'atterrissage? Alors, le business des câbles sous-marins, il est beaucoup basé sur l'échange des données. Quand vous avez un câble sous-marin, c'est juste un tuyau qui vous amène des données. Donc après, ces données, elles sont stockées chez vous et puis elles peuvent faire l'objet d'échanges entre différents acteurs. Voilà. Et vous créez ainsi des places de marché, des places d'échange des données. C'est ce qu'on a réussi à faire avec un certain nombre d'acteurs à Marseille. Hein. On a créé un écosystème d'atterrissage de câbles sous-marins à Marseille. À Marseille, il y a aujourd'hui beaucoup de câbles sous-marins qui atterrissent. Il y a des câbles sous-marins vers l'Afrique, il y a des câbles sous-marins vers l'Asie. Tous ces câbles sous-marins convergent ensuite vers un certain nombre de data centers qui sont installés dans la région, qui permettent ainsi l'interconnexion des données. Et par exemple, le fait que l'ensemble de ces câbles sous-marins aient convergé à Marseille fait que Marseille, aujourd'hui, est le plus gros IPX, donc le point d'échange des données Internet d'Europe, et a dépassé Francfort, qui historiquement était la première place. D'accord, bah effectivement, je crois que c'est une question aussi qui avait été posée, l'exemple de Marseille. Donc, merci beaucoup de l'avoir présenté. On comprend un petit peu mieux du coup tout l'enjeu qui autour des points d'atterrissage et des câbles. Mais justement, je voudrais revenir avec Félix Blanc peut-être sur quelque chose que vous aviez mentionné tout à l'heure sur le fait que le fait de tirer un câble, de construire un câble, c'était finalement une décision assez individuelle. Félix, est-ce que vous pourriez, en illustrant peut-être de quelques exemples, présenter les critères ou les raisons qui peuvent expliquer le fait de construire un câble entre deux régions? Oui, d'abord, bonjour à toutes et tous. Merci pour cette invitation. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai effectivement il y a un facteur quand même qui est l'innovation technologique hein, sur les capacités des câbles qui explique les changements assez rapides qu'il peut y avoir historiquement. Par exemple, l'Afrique, il y a une année, le câble 3 qui était le seul câble qui était distribué en Afrique et ça a été grâce à l'innovation technologique, il y a pu avoir d'autres câbles pour une plus grande capacité. Mais effectivement, sur des projets plus individuels, j'en ai plusieurs en tête. Il peut y avoir des raisons tirées par disons, la mondialisation financière et la course au temps de latence, c'est-à-dire la rapidité de transmission des informations. C'est depuis toujours, en fait, hein, depuis même le télégraphe. Il y a le câble, par exemple, Cibraz, qui est entre les États-Unis et le Brésil, avec un projet vers l'Afrique du Sud, et qui a été, disons, financé en partie par des acteurs du monde de la finance internationale. Mais il y a d'autres projets qui sont plus avec des facteurs plutôt politiques, voire idéologiques. Je pense au câble ALBA 1 entre Cuba et Venezuela, par exemple. Mon
moi, ou un autre cas, mais ce sera peut-être confirmé par Jean-Luc Vimin, mais qui n'a pas été, ou par Camille Morel, mais je crois que le câble Brexit 1, c'était un câble d'un magnat indien qui avait fait un projet de câble Inde-Marseille, justement, suite au Brexit, pour dire, voilà, la nouvelle place financière, ça ne sera pas à Londres. Et c'était un peu un coup de com', mais en tout cas, ça a montré qu'un acteur individuel peut indiquer des tendances lourdes liées à des événements importants comme le Brexit. En tout cas, sur un cas sur lequel j'ai vraiment travaillé, qui est le câble ELA-Link, le câble qui va relier l'Europe à l'Amérique du Sud et au Brésil en particulier. C'est un câble qui est très intéressant parce qu'historiquement, il est lié à des initiatives d'acteurs scientifiques de part et d'autre de l'Atlantique, acteurs scientifiques qui cherchaient à faire transmettre les données astronomiques qui vont être produites au Chili, qui sont produites au Chili, dans les observatoires astronomiques, vers les laboratoires scientifiques européens. Et donc, moi, je pensais en allant au Brésil, quand j'ai travaillé sur ce câble, que c'était idéologique, puisque Dilma Rousseff, en 2014, avait annoncé que c'était pour contourner les États-Unis suite aux révélations Snowden. C'est en partie vrai, mais la vraie motivation initiale, c'était bien la coopération scientifique, et c'était d'ailleurs un financement de la Commission européenne pour des études de faisabilité. Donc ce câble, il sera en activité cette année, mais il est très intéressant justement pour montrer la diversité des motivations. Bien sûr qu'il y a eu ensuite des opérateurs commerciaux qui ont investi dans ce câble et qu'on ne peut pas s'en passer. Mais c'est intéressant, je trouve, dans la destination du câble, on verra comment ça évoluera. Voilà, et peut-être pour terminer sur les câbles de Facebook et Google, c'est vraiment aussi l'évolution de la structure de l'écosystème Internet, la façon dont on consomme Internet, dont on produit Internet, de la donnée aujourd'hui, le développement de la vidéo à la demande, par exemple à Marseille, vous avez M+ qui s'est installé, ou ce type d'entreprise, et Facebook et Google veulent construire des câbles pour ce nouveau système, et pour contrôler aussi la totalité de la chaîne de valeur d'Internet et des données. Merci beaucoup. Je crois que le général, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, simplement, on voit qu'il y a une géographie des câbles sous-marins. Est-ce que sur la géographie des câbles sous-marins, il n'y a pas une deuxième qui vient se plaquer, celle de la latence? C'est-à-dire qu'en fait, il y a des circuits beaucoup plus rapides peut-être que d'autres, qui ont de meilleurs débits et qui vont peut-être avoir un impact sur, je dirais, l'acheminement des données plutôt par tel circuit par un autre. Alors, c'est une problématique qui existe, mais qui est relativement marginale. Je veux dire, les seuls gens qui sont vraiment aujourd'hui très intéressés par la latence, ce sont les acteurs boursiers de l'hypertrading. Parce qu'en hypertrading, effectivement, une milliseconde peut représenter des millions de transactions et donc représenter des enjeux financiers importants. Et sur l'Atlantique ou sur certains axes, il existe des câbles qui ont été construits avec comme volonté et comme motivation, effectivement, de réduire la latence de la façon la plus importante qui soit. Mais pour la quasi-totalité des câbles en service, ce n'est pas la motivation première. Moi, je voudrais rebondir sur un propos de Félix Blanc que j'ai trouvé très intéressant, qui consistait à dire que les câbles sous-marins sont liés à la façon dont l'Internet mondial est construit. Et je trouve que c'est extraordinairement vrai. Le fait, par exemple, qu'on ait besoin aujourd'hui de câbles de nouvelle génération avec des débits qui sont colossaux, et là aussi Félix Blanc l'a mentionné, il y a un renouvellement technologique aujourd'hui dans les câbles sous-marins qui fait que sur l'Atlantique, on est en train de démonter les câbles qui ont été installés dans les années 2000 pour les remplacer par des câbles qui ont des débits 100 ou 1000 fois plus importants. Elle est vraiment liée à la façon dont un certain nombre d'acteurs, dont les GAFA, conçoivent l'Internet mondial. Pourquoi est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de capacités des milliers de fois supérieures entre l'Atlantique et les États-Unis? C'est parce que la quasi-totalité des contenus auxquels les internautes français souhaitent accéder, à l'origine, sont stockés aux États-Unis. Et donc, on a besoin de bandes passantes pour rapatrier ces contenus qui sont stockés aux États-Unis vers leur lieu de consommation qui est l'Europe.
Et c'est ça la réalité aussi profonde des câbles sous-marins et de l'Internet. C'est une profonde domination américaine. Hein. Et quand on voit le point d'atterrissage des câbles sous-marins aux États-Unis, eh ben, ils arrivent tous pas très loin de ce qu'on appelle la data center alley, hein, qui est la zone de Ashburn, qui concentre aujourd'hui 50 ou 60% des data centers mondiaux. Et qui est le plus grand point de stockage des données consommées par les utilisateurs de l'Internet mondial dans le monde. Et alors justement, toute cette géographie mouvante et ces acteurs qui ne cessent de changer et d'avoir, on voit bien qu'ils ont chacun des enjeux, des objectifs variés et qui expliquent aussi ce mouvement un peu assez rapide en ce moment. Quels sont les enjeux de manière plus large au plan politique? Est-ce qu'on va vers une dépendance? Est-ce qu'on peut dire qu'on est dépendant de qui? Dans quelle mesure? Avec quels risques? Est-ce qu'on est dépendant de certains États, de certaines entreprises? On a beaucoup parlé des GAFA, par exemple. Je ne sais pas, Camille, peut-être vous pouvez commencer. Puis je sais que vous avez tous les deux des choses à dire sur ce point-là. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'en effet, comme on l'a expliqué respectivement, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des dépendances qui sont liées à l'existence de routes traditionnelles qui existent, qui sont en place et qui, pour l'instant, ne sont, même s'il y a des tentatives pour les contourner, elles sont inhérentes, on ne peut pas les éviter. Et donc, effectivement, il y a une forme de dépendance à certains points d'accès, typiquement ce que Jean-Luc Villemin évoquait, à des data centers, à des stockages de données qui, aujourd'hui encore, sont dans tel et tel espace. Forcément, en termes géopolitiques, ça induit des dépendances, en tout cas des rapports de domination, plus ou moins. Et c'est aussi pour ça qu'il y a ces efforts de diversification des routes, même s'ils sont à la marge et qui sont encore mineurs, pour contourner, par exemple, et notamment, je pense que le Brésil est un acteur émergent vraiment dans ce domaine-là pour contourner et éviter effectivement que les données ne passent par le continent américain, enfin par l'Amérique du Nord, quand il y a des données qui doivent être reliées directement entre l'Europe et l'Amérique du Sud. Donc voilà, il y a des choses qui sont inhérentes à la géographie des câbles, au fonctionnement logique aussi d'Internet, comme ça a été évoqué, qui dépasse finalement la géographie en propre, mais qui relève davantage de logique de fonctionnement d'Internet. Mais je pense qu'il y a aussi une espèce d'interdépendance globale, et ça, c'est pour moi encore plus important, c'est-à-dire que finalement, on a du mal aujourd'hui à identifier, alors individuellement par les acteurs, les opérateurs, on y arrive, mais globalement à savoir ce qui est en train de transiter par un câble à un moment T. On a tellement de données qui transitent aujourd'hui, une multiplication des besoins en connexion en bande passante globale, etc., que voilà, on a du mal à imaginer comment, par exemple, et là, ça va rejoindre un peu les thématiques que vous souhaitiez évoquer, c'est-à-dire s'il y a une coupure de câble à un endroit précis, on sait évidemment quels sont les clients de ces câbles, en tout cas quelles sont les entreprises qui vont emprunter ce câble-là précisément, mais on aurait du mal à chiffrer, à évaluer ce que ça représente en termes de pertes et de dommages. Donc je pense qu'il y a une interdépendance globale qui est importante à mentionner et qui fait que les États entre eux et les entreprises entre elles aussi, avec ces interconnexions croissantes, ces points d'arrivée et de transfert de données, qui évidemment pèsent dans la balance de ce qui est envisageable et de comprendre comment ça fonctionne en général. Après, évidemment, oui, les acteurs principaux de toute façon de ces câbles, ce sont, comme on l'a évoqué, des acteurs privés. Donc, on a besoin de ces acteurs privés pour toutes les autres initiatives, c'est-à-dire que finalement, dans un câble, il y a du privé, du public, des données institutionnelles aussi qui peuvent passer par ces câbles sous-marins. Tout est mêlé, même si évidemment, il y a des données qui sont protégées et d'autres qui le sont moins du fait de leur nature. Mais on a donc une dépendance forte aux acteurs privés qui ont la main sur mais depuis le début, depuis l'ère télégraphique sur ces câbles, et l'acteur étatique ne va pouvoir jouer par différents leviers sur ces aspects-là, en encourageant par exemple, parce qu'ils souhaitent que une île isolée du Pacifique soit reliée pour des raisons évidemment de développement économique, etc., va pouvoir encourager, passer un appel d'offres pour la pose d'un câble auprès des entreprises privées, etc. Donc on a
a quand même quelques leviers de l'acteur étatique, mais globalement, il me semble que les acteurs privés ont un rôle vraiment majeur et aujourd'hui non remis en cause. Alors après, la question des GAFAM, évidemment, elle se pose. Alors je pense que les autres intervenants auront des choses très intéressantes à dire à ce sujet, mais c'est sûr que l'émergence forte, enfin l'arrivée des GAFAM pose des questions, en tout cas en termes de dépendance, puisque le général l'évoquait en introduction, il y a évidemment l'idée qu'il va y avoir ou qu'il pourrait y avoir un espèce de monopole à terme sur ces câbles sous-marins par ces entreprises, puisque finalement, dans nos usages, on utilise aujourd'hui de plus en plus ces géants du net dans la façon dont on évolue sur Internet, dans nos pratiques en fait numériques. Ce qui implique que derrière, ils ont effectivement une marge de manœuvre importante pour agir, pour décider, et qu'ils ont des leviers financiers évidemment que n'ont pas forcément d'autres acteurs du marché des câbles sous-marins pour décider et pour construire finalement l'Internet de demain. Donc je pense que là, il y a un enjeu important en termes de dépendance en effet. Effectivement, et pour illustrer ce que disait Camille, alors cette dépendance, elle diffère suivant les routes. Chaque route a son écosystème particulier en termes d'acteurs et de domination. Mais clairement, sur l'Atlantique aujourd'hui, on va arriver d'ici quelques mois à une situation où à peu près 95% de la capacité totale de communication sur l'Atlantique sera contrôlée par les GAFA. Ça c'est un élément extrêmement factuel. Et pour vous donner quand même aussi une idée des montants qui sont consacrés par les GAFA aux câbles sous-marins, si on regarde les montants qu'a consacré Facebook aux câbles sous-marins sur les 3 dernières années, et si on projette ça sur les 2 années à venir, on va atteindre un montant qui n'est pas très loin de 5 milliards de dollars. 5 milliards de dollars. C'est tout à fait considérable. Rien que le câble To Africa, qui est un système donc, qui va contourner l'Afrique, c'est une véritable ceinture numérique de l'Afrique avec 27 partenaires, représente un investissement de pratiquement 1 milliard de dollars à lui tout seul. C'est considérable, en effet. Et justement, pour rester dans on parle des enjeux de souveraineté, mais également, on en a discuté aussi avec Félix, ça représente aussi des enjeux en termes de droits humains. Pour les libertés individuelles, le fait que certains États aient le contrôle sur des portions de câbles, en tout cas. Je crois que vous avez quelques exemples à nous présenter justement pour montrer un petit peu l'enjeu que peut représenter ces câbles. Oui, effectivement. Je crois que évidemment, selon les États où on se situe dans le monde, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes par rapport aux câbles sous-marins. Il y a des pays qu'on appelle enclavés aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès aux câbles sous-marins. Je pense au Tchad, par exemple, ou à la Centrafrique, ou à des pays d'Afrique centrale. C'est pas du tout les mêmes problématiques que pour des pays hyper connectés comme les États-Unis ou la France dans une certaine mesure. Et ce qu'on a pu voir, en tout cas en Afrique subsaharienne, c'est que par exemple le Cameroun, qui a vu plusieurs câbles arriver ces dernières années, a aussi profité de sa position parfois pour négocier des tarifs avec le Tchad et aussi par rapport à sa propre population, le Cameroun a coupé en janvier 2017 le câble d'accès WAX parce qu'il y avait un début de protestation dans la zone anglophone du pays. Et comme il n'y a pas de câble transfrontalier avec le Nigeria voisin, cette région s'est retrouvée, disons, complètement coupée du monde. Et on voit le résultat plusieurs années plus tard. Ça a accéléré, on va dire, le fait de la conflictualité. Maintenant, dans une phase de guerre civile quasiment, donc au Cameroun. Et ça, ce sont des pratiques qu'on retrouve bien sûr sur les réseaux de télécommunications, les opérateurs en Afrique à l'approche des élections. Internet sans frontières fait partie d'une coalition qui s'appelle la coalition Keep It On, qui justement fait de la veille en permanence sur les coupures d'Internet, dont celles sur les câbles sous-marins. Donc certains pays profitent de leur situation, enfin certains gouvernements plutôt en l'occurrence, profitent de leur situation pour faire des coupures massives d'Internet. Alors la question qui se pose par rapport à Facebook et à ce câble de Africa, par exemple, c'est est-ce que à l'avenir ils vont être en capacité, Facebook, d'éviter ce type de coupure parce qu'ils professent publiquement
un certain nombre de valeurs, mais il y a également la souveraineté des États et les opérateurs traditionnels. Je pense évidemment à Orange, mais dans le cas d'espèces, c'était plutôt MTN au Cameroun, se retrouvent parfois face à des situations extrêmement compliquées quand des gouvernements leur demandent de couper Internet. Et nous, on fait le possible pour essayer d'alerter l'opinion publique pour éviter parce que généralement, ça renforce les problèmes plutôt que ça ne les résout. Et ça cause des pertes économiques, c'est pas seulement en cas de violation de droits humains, mais des pertes économiques parfois considérables quand il y a plusieurs mois de coupure d'Internet. Alors ça justement, c'est ce que j'allais vous poser comme question ensuite. Et pourtant, malgré le fait qu'on peut avoir ce type de l'utilisation à des fins politiques de la maîtrise des câbles, c'est pourtant aussi dans certaines régions enclavées que vous avez mentionnées tout à l'heure, ça peut être aussi une promesse de développement économique justement. Félix, je ne sais pas si... J'ai pas eu la question parce qu'il y a eu un problème de connexion, justement. Ah non, donc, malgré tous les enjeux politiques que ça représente, les câbles sont aussi, dans certaines régions enclavées, comme vous l'aviez mentionné un peu plus tôt, une promesse de développement économique. Oui, bien sûr. Et là, c'est très intéressant en Afrique de regarder des exemples ou ailleurs, mais entre le Kenya ou le Ghana, par exemple, qui ont adopté leur gouvernement, ont eu des politiques d'ouverture à différents câbles et aussi à l'installation d'un écosystème de la donnée et aussi un système de développement de l'Internet terrestre qui a permis le développement économique du pays. À l'inverse, un pays comme le Cameroun, justement, où il y a eu pourtant plusieurs câbles qui sont arrivés, n'a pas réussi peut-être à tirer le même bénéfice parce que notamment l'opérateur d'État, Camtel, a pratiqué des prix prohibitifs pour tous les clients, toutes les petites entreprises de fournisseurs d'accès, par exemple, que moi j'ai eu la chance d'interviewer dans le temps, et qui n'ont pas pu accéder à cette manne parce que justement il n'y avait pas un régime d'ouverture. Donc en fait, c'est vraiment la question qui se pose, c'est comment. Il suffit pas d'avoir des câbles sous-marins pour se développer économiquement, puisque il faut un régime, disons, d'ouverture qui permette que tout le monde puisse en profiter, toutes les entreprises puissent en profiter. Et d'autre part, il faut aussi s'assurer que la capacité est bien utilisée, soit parce que en déployant des réseaux terrestres, je pense ce qu'a pu faire Orange au Sénégal ou en Afrique de l'Ouest, soit aussi, disons, en communiquant sur cette capacité, parce que je pense qu'au Bénin, où nous, on a alerté sur la situation, où la capacité des câbles qui ont été posés n'était pas utilisée, n'est pas utilisée, et ça pose un vrai problème. Il ne suffit pas d'avoir des infrastructures. Alors après, en ce qui concerne je pense, si on parle de l'Afrique, par exemple, le Tchad, les pays ou des régions transfrontalières qui ne sont pas connectées ou pas de solutions de secours. Là, il y a aujourd'hui quelque chose dont on n'a pas encore parlé, mais qui est quand même très important, c'est le développement du satellite et du projet Starlink qui est plus pas dans les tuyaux cette fois-ci, mais plutôt dans l'espace. Et moi, que je suis très attentivement en ce moment, je travaille sur ce sujet-là parce que pour des pays comme le Tchad, c'est vraiment une promesse. Enfin, en tout cas, c'est vendu comme une promesse. On verra le résultat, notamment en termes de capacité, pour accéder à Internet sans passer par les câbles sous-marins. C'est un des enjeux pour moi majeurs des 15 prochaines années. Pour ces pays-là, après, bien sûr, je sais que on n'a pas forcément le même avis sur ce sujet. Moi-même, j'évolue parce que j'étais plutôt, je considérais plutôt que les câbles sous-marins avaient encore 15, 20, 30 ans devant eux. Mais vu le caractère massif de ce qui est en train de se passer, on parle de dizaines de milliers de satellites en orbite, il peut y avoir des développements qu'il faut suivre de près. Alors ça, justement, ça m'intéresse. Vous dites que vous n'aviez pas tous le même avis. Quels sont les avis des autres sur ce sujet ? En ce qui concerne les constellations satellites, c'est un modèle qui est intéressant, bien évidemment, par sa capacité de communication globale. Maintenant, ce sont des systèmes dont le modèle économique est extrêmement complexe, qui est d'abord lié au fait que quand vous mettez en place une constellation globale, vous réalisez un investissement de plusieurs milliards de dollars, dont à peu près les 2/3 vont servir à couvrir de l'eau. Puisque la planète étant constituée aux 2/3 d'eau, les 2/3 de votre équipement est non productif. Donc il y a une question de modèle économique qui est centrale. Et aujourd'hui, le modèle de la constellation, il est challengé de tous les côtés. Il est challengé bien évidemment par les câbles sous-marins, dont la capacité à délivrer des volumes de communication extrêmement importants
en des points reliés à la mer est sans égal, et il est aussi challengé par les satellites géostationnaires, hein, notamment ce qu'on appelle les VHTS, dont le modèle économique et dont la capacité là aussi à concentrer du trafic sur certaines zones est beaucoup plus intéressant. Voilà, Starlink est un projet intéressant. Nous-mêmes travaillons, nous avons même réalisé un certain nombre de tests avec l'entreprise. Bon, voilà, après, je ne sais pas si vous connaissez le nom commercial que Starlink a choisi pour lancer son service aux États-Unis. Ça s'appelle Better Than Nothing. Moi, je trouve ça très révélateur des fondamentaux et de ce que les créateurs eux-mêmes pensent de la technologie. Better Than Nothing. Ah non, il y a une petite coupure, c'est bon. En effet, c'est assez explicite. Camille, est-ce que vous aviez un mot à rajouter sur ce point aussi? Alors, simplement, effectivement, moi, je partage tout à fait les analyses qui ont été faites à ce sujet. La seule chose, c'est qu'effectivement, en termes de télécommunications en général, les ruptures sont assez inattendues à chaque fois. Donc, il y a cet objectif de suivre ce qui se fait et ce qui peut changer en fait du jour au lendemain, ça c'est évident. Et surtout, on a encore une fois avec l'émergence des nouveaux entrants, des GAFAM notamment, qui ont une force de frappe économique importante et financière, la recherche en matière de communication, elle a été augmentée en fait ces dernières années. Donc, il se peut, et en effet, que dans les prochaines années, il y ait des ruptures qui soient inattendues. Mais à ce jour, pour moi, il y a quand même, pour l'instant, ça reste inégalé à mon humble niveau. Juste pour ouvrir un peu vers le futur, les technologies qui paraissent les plus prometteuses en termes satellites pour remplacer les câbles sous-marins sont les technologies qui sont dites d'hyperlink, qui permettent à partir d'un satellite en orbite plutôt haute, en géostationnaire, d'avoir 2 faisceaux laser à très très haut débit qui tirent vers la Terre et qui réalisent un peu l'équivalent d'un câble sous-marin virtuel à très très haut débit. Alors ces technologies aujourd'hui se heurtent à la problème de la visibilité, au problème de la météo, etc. Mais ce sont probablement en termes de nature les technologies les plus proches, susceptibles de délivrer des services du même ordre que ceux que délivrent aujourd'hui les câbles sous-marins. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Alors, c'est vrai que cette question des technologies, ça fait partie des questions qui nous ont été posées dans le chat. Donc, j'y reviendrai peut-être en toute fin de séance, mais peut-être avant parce que je vois que l'heure avance et qu'on commence à arriver à une heure un peu où il faut laisser la place aux questions, mais peut-être avant quand même, je voudrais faire intervenir Felipe Batista, je ne sais pas si vous nous entendez toujours, qui représente le Portugal, qui va prendre la présidence de l'Union européenne et qui va peut-être nous présenter les priorités, qui nous expliquer pourquoi le Portugal a fait des câbles sous-marins une priorité. Felipe, can you hear us okay? Oui, bien sûr, vous m'écoutez? Ah en français en plus, c'est parfait. Non, mais je vais changer. Je remercie bien l'invitation pour l'opportunité de partager la position du Portugal dans le cadre de la présidence du Conseil. Mais je vais changer pour l'anglais parce que c'est plus facile pour moi pour m'exprimer en anglais. C'est bien? Super. Thank you very much. So good morning and thank you for the opportunity once again. It was very timely, the workshop that you presented today, and especially the views shared by all the participants here. They pretty much go in line with the Portuguese priorities under this European Union presidency. So first of all, the starting point, I would say it was last year, the presentation from the Commission of the Shape Europe's Digital Future communication, which came up to our interest because we noticed that there was a missing piece of the puzzle of the overall digital strategy that the Commission has put forward. First of all, we have 3 main points here that we identify as critical, and somehow some of the participants or all the participants here, they touch those particular points. At the top of the agenda is Brexit. I mean, we cannot deny that Brexit is something that we should take into account because, as you know, the UK was until very recently part of the European Union, of course, but most of all, the most important digital hub that we have in Europe. And even if we don't want it, and also
acknowledging that the UK will always be a partner within the relationships between Europe and the rest of the world. The fact is the UK is no longer a member of the European Union. So Brexit has to be taken into account as the most important submarine cable digital hub within the European continent. The next point that called for our attention was exactly what some of you have already mentioned, the GAFA position within the industry of submarine cables. They are actually the major investors in submarine cables. Nevertheless, as we saw by Orange, there's good partnerships with them, but still they somehow have an end-to-end position in the overall ecosystem of telecommunications, which should something that the European Union should have at its heart and look into it with more detail. And last but not the least, we believe that Europe has to be prepared to the exponential flow of data and growth of data that we'll have in the coming years. And in that order, it's important for Europe to be prepared. And that's the reason why we launch an initiative that we call European Data Gateway Platforms Strategy, which will be presented this Thursday at the Council and has already on board 15 of the 27 member states of the European Union. And basically what this strategy proposes, a call to action from the Commission and from all the member states in order to enable Europe to be prepared for this new decade of data, and in order for Europe to be prepared to consolidate its sovereignty in terms of digital and in terms of international connectivity as well. And if you look to the geopolitics around the world, and if you look, for instance, for what's happening with the United States, and some of you have already mentioned that, but also in China with the Silk Belt, for instance, initiative, which wants to build a globe connectivity, international connectivity belt to link China to all the corners of the world. Also in Europe, you should be aware of that, and also in Europe, you should be prepared to launch such kind of initiatives and such kind of strategy. First of all, and one of the starting points was precisely the state of the art of the actual submarine cable systems around Europe. We don't know the exact lifetime of all the submarine cable systems that we have. And so there is a need to understand what is the state of the art at this moment. For instance, in Portugal, we're facing that problem. We are now in the way of replacing the links between the continent and the islands there, Madeira and the Açores. And we're gonna take that opportunity not only to empower and enhance the capacity of those cables in order to be better prepared to receive other connections from the rest of the world. For instance, Ela-Link was mentioned already, and they will have a direct link also with Madeira. So this somehow will reshift the position of not only Portugal, but mainly Europe. And that's the main element of our proposal, and it will become a declaration that will be signed on the 19th of March during the Digital Day that will occur in Portugal. So as I was saying, the strategy that we propose, the European Data Gateway Platform strategy, is based in a free platform concept. We propose to build a North Sea platform, a Mediterranean platform, and an Atlantic platform. Why is that? Because then it will be easier for Europe to build a strategy in terms of international connectivity that will link Europe to the different corners of the world. I listened carefully, for instance, for the exposition from Camille, and she was addressing of the importance of the Suez Canal, for instance. It's a very sensitive link between Europe and Asia, and the idea of having this approach of 3 different platforms enables Europe to better prepare and to better put in place a strategy that will enable us to be always connected, and even in an event of a disaster or a cyber attack or a terrorist attack, we will be able to reroute the connectivities between the member states, but also between Europe and the rest of the world. So that's really why different platforms. So in
I think I had some problems with the connection. Can you hear me? Still hear me? I had a message here. Okay, thank you. So in resume, we think that Europe has to join another pillar in this overall strategy that was put forward by the Commission, and namely the shaping Europe's digital future, which is the international connectivity. International connectivity must be in the center of this overall strategy, because one of the aims of Europe is to become the world leader on digital economy, and that will not be possible if we just focus on the internal market. It's essential that Europe has a strong presence in other digital markets, in other continents, and to that extent, as you all know probably better than me, the only way to achieve that is through international connectivity, and of course through submarine cables. Because although, and I also appreciate the intervention from Felix regarding the space initiative, and space and satellites should be looked here as a complement to the international connectivity based on submarine cables, because as you have already mentioned, 99% of the flow of data and communications, they go through the submarine cables. And in order to Europe to be ready to embrace this new decade of digitalization, in order for Europe to become world leader in digital economy, it's essential that we have a very clean, straightforward, and very clear digital strategy in terms of international connectivity. I'll rest here. We have shared the non-paper with you. I will encourage you to share it with your members, with your colleagues, with everyone. It will be, as I said, presented tomorrow at the Council, and will be also the base for the ministerial declarations that we want to sign during our presidency at Digital Day on 19th of March. And hopefully we can have much more member states on board, because again, and just to underline this last message, international connectivity is a key element in the overall digital strategy of the European Union, because at the end of the day, we cannot become an island in a digital ocean that everyone is swimming around. So we must be prepared for that. Thank you once again. Merci beaucoup Philippe pour cette belle métaphore finale. Donc, ne soyons pas seuls à naviguer dans cet océan numérique, et on retrouvera donc le white paper que vous avez écrit et que vous présenterez donc demain au Conseil. On le mettra effectivement en téléchargement aussi sur notre site à la suite des vidéos de ce petit déjeuner. Est-ce que Camille, Félix, Jean-Luc, vous souhaitiez réagir à ces propos ou rajouter quelque chose? Sinon... Je dirais qu'agir sur l'écosystème des câbles sous-marins peut être effectivement pertinent. Moi, je voudrais rappeler ce qu'on disait un peu avant, hein, que, encore une fois, les câbles sous-marins ne sont que le vecteur ou la conséquence du fonctionnement de l'Internet aujourd'hui. Et notamment de la nécessité d'accéder à des données qui sont massivement stockées aux États-Unis. Moi, j'avoue que personnellement, je pense qu'il est plus urgent de traiter cette question effectivement du stockage des données européennes en dehors du territoire européen. Et moi, j'avoue que c'est plutôt une réglementation qui me paraîtrait quand même, enfin, peut-être un peu naïvement, assez simple à mettre en place, qui me paraît la plus urgente et de nature effectivement à traiter une bonne partie des problèmes qui ont été évoqués par Philippe. Mais bon, je dois être un peu naïf parce que c'est quelque chose dont on parle depuis très très longtemps, sur lequel à peu près tout le monde est d'accord, mais qui semble avoir beaucoup de problèmes à se mettre en place. D'ailleurs, allez-y Félix, je crois que vous voulez... Oui, non, moi je suis tout à fait, enfin, je suis d'accord avec ce que vient de dire Jean-Luc par rapport au fait que ça suffit pas. Enfin, mais je crois que ce que la Commission européenne, enfin ce que la présidence a en tête là en ce moment, c'est d'avoir une stratégie globale sur l'Amérique et de pas oublier les câbles sous-marins, comme ça avait pu être le cas peut-être précédemment. Et du coup, moi ce que je vous encourage à faire aussi, c'est à réfléchir dans la ligne de ce qui vient d'être dit sur comment faire en sorte que les consortiums qui seront signés à l'avenir permettent, en termes de câbles sous-marins, permettent justement de faire avancer le RGPD, donc le règlement de protection des données européennes, dans les territoires
qui seront en lien avec l'Europe à l'avenir par ces futurs câbles ou même les câbles actuels, dans le sens où c'est vraiment le point majeur qui nous permettra peut-être d'avancer par rapport au GAFA notamment. Je pense que c'est un point essentiel et ça passe donc du coup dans le fait que les infrastructures, l'investissement dans les infrastructures soit un moyen de renforcer encore le RGPD qui aujourd'hui fait de l'Europe un modèle à l'échelle globale, mais il n'y a pas la couche infrastructure et encore moins la couche logicielle, la couche des plateformes qui est peut-être aussi celle qui est là où on est les faibles. Sur ça, pour les investissements, ce que j'avais recommandé dans une note que je pourrais aussi partager, mais qui est en ligne du CAPS, qui est du Quai d'Orsay, quoi. C'était de faire que la Banque européenne d'investissement, comme elle l'a fait d'ailleurs pour le câble de la Link, disons, investissent aussi un plan d'investissement dans ces différentes plateformes et dans les différents câbles pour appuyer cette stratégie européenne. Oui, on mettra bien sûr votre papier aussi en téléchargement à la suite. Ça fait autant de ressources documentaires pour la suite. Et donc, juste pour revenir, les consortiums dont vous parliez en tout début de votre intervention, c'est donc les consortium agreements qui sont les contrats, les accords qui sont signés entre des États et des entreprises au moment de l'établissement d'un câble et qui donc fixent les conditions, les modalités dans lesquelles tout ceci se passe. Et donc, vous proposez, d'où la nécessité d'inclure les exigences du RGPD dans ces accords. Général, vous vouliez commenter, je crois. Oui, simplement, effectivement, derrière la problématique des câbles, il y a des problèmes juridiques. On a vu comment l'accord de justice de l'Union européenne avait remis en cause l'accord d'adéquation entre l'Europe et les États-Unis à propos à l'occasion de l'arrêt Schrems II. Tout ça parce qu'on a considéré que aux États-Unis, il y avait une loi FISA, un Executive Order 12333, qui avait le Cloud Act et qui avait aussi le programme Upstream, qui était un programme de surveillance des flux qui arrivaient vers les États-Unis au travers des câbles sous-marins. Donc, en fait, on voit bien que même si ces câbles sont développés, à un moment donné, va se poser la question de savoir quel droit va s'appliquer, quelle souveraineté on va avoir sur les données. Ça a été évoqué avec le RGPD, mais il n'y a pas forcément que cela. Et je crois qu'il y a une géographie, une géopolitique et une question de droit. Enfin voilà, c'était la question que je voulais vous poser, savoir quel était votre regard sur ce sujet. Je vois que ma question oui, est-ce que là, j'en profite, oui, tout à fait, pour répondre au général. Je pense que, d'ailleurs, comme l'a dit d'entrée Jean-Luc Villemain, on est bien sur un système qui, effectivement, manque de cohérence d'ensemble, c'est-à-dire, ce sont à chaque fois des actions individuelles, ce qui signifie que si on a un bout de réglementation, enfin, d'encadrement juridique au niveau international, on parle bien d'infrastructures physiques et encore, il y a quand même des déficiences importantes en matière de protection, par exemple des câbles sous-marins, dans la manière dont sont régulées ces actions. Et on voit bien, par exemple, qu'il y a des failles, malgré les efforts, par exemple, de l'ARCEP au niveau national ou au niveau européen, son équivalent institutionnel, pour réguler les données qui transitent par ces câbles, parce qu'à chaque fois, on a effectivement cette couche physique et puis à l'intérieur, ce qui va transiter. Il y a des contournements évidents qui sont que, par exemple, sur les principes de neutralité du net qui sont censés s'appliquer au contenu qui passe par ces câbles sous-marins, finalement, il n'y a que les opérateurs qui sont visés par cette réglementation sur la neutralité du net et des fournisseurs de contenu comme les GAFAM qui émergent massivement sur cet écosystème, eux peuvent largement contourner ces obligations. Donc on voit bien qu'il y a des efforts qui sont faits, mais qui ne prennent pas en compte la réalité aujourd'hui de la totalité du fonctionnement d'Internet. Effectivement, c'est ce que Félix Blanc évoquait également en disant que jusqu'à présent, la problématique vraiment des câbles sous-marins, elle était ignorée par la plupart des institutions, en fait, que ce soit régionales ou internationales. Donc, il existe des choses, évidemment, il y a des conventions qui ont été rappelées d'entrée historique et puis plus récemment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui permettent quand même de fixer un certain nombre d'objectifs, mais là encore, on a des lacunes importantes dans notamment la mise en œuvre de ces
obligations contractuelles internationales et plus globalement dans un certain nombre de régulations sur des sujets plus techniques, plus précis, qui finalement aujourd'hui échappent à toute régulation, en tout cas ne sont pas concernés par des objectifs qui devraient l'être en termes de neutralité et de gestion des flux au niveau international. Je pense qu'il y a, enfin, il ne faut pas non plus faire porter au câble sous-marin l'ensemble des dysfonctionnements de l'écosystème de l'Internet. On est tous conscients que, effectivement, dans l'Internet, aujourd'hui, l'Internet, c'est un monde d'inégalité, c'est un monde de rapport de force, hein, ce n'est pas un monde de bisounours, hein, contrairement à ce que pensent un certain nombre de gens. Voilà, c'est un système dans lequel il y a une domination d'acteurs, dans lequel la régulation est asymétrique, elle est probablement pas toujours homogène. Maintenant, les câbles sous-marins, encore une fois, ce ne sont que des routes. On ne peut pas non plus espérer, par exemple, pour prendre une analogie, en régulant la construction de routes en France, régler les problèmes du transport à l'échelle européenne. C'est la même chose, ce ne sont que des routes. Voilà. Alors certes, la domination si un acteur mettait la main sur toutes les routes en France, ben, ça poserait des problèmes. C'est ce qu'on voit arriver sur les câbles sous-marins, sur certaines infrastructures. Mais je pense très sincèrement que ce n'est pas en régulant la construction de routes qu'on réglera le problème du transport. Et ce n'est pas en régulant la construction des câbles sous-marins, au-delà de ce qu'on a aujourd'hui, qu'on réglera les dysfonctionnements de l'Internet. Le problème du droit qui a été mentionné, il existe, c'est un problème qui est lié à l'utilisation des données. Voilà, les câbles sous-marins ne font que permettre le transport des données. Après, la question de l'utilisation des données, des réglementations applicables à ces données, effectivement, on parlait tout à l'heure de la neutralité du net. La neutralité du net, elle s'applique aux fournisseurs de contenu, au FAI. Elle ne s'applique pas aujourd'hui aux transporteurs. Il n'y a pas de neutralité du net en ce qui concerne les câbles sous-marins aujourd'hui. Philippe, je crois que vous vouliez réagir aussi. Oui, Philippe, vous voulez réagir. Yes, very quickly, first of all, just to complement what Camille says, and she touched a very important point there, but also comment on Jean-Luc, which is bizarre because I'm not listening to Jean-Luc, but thanks to my colleagues that are also on the debate, they are sending me the message with the key message of Jean-Luc. I'd like to quickly comment on two issues. First of all, to call for your attention to the DGA, the Data Governance Act, because everyone is talking about the GDPR, but what we have on our hands now and what we have to come into an agreement as European Union, the DGA is going to be crucial in the coming years because that's going to be the framework that will regulate data flow, not only in Europe, because everyone is thinking about the importance of data in Europe and in order to enhance the market and make data flow more easily within the European member states, but also, and this is very crucial, the relations between the flow of data from Europe to other continents and in this particular context with the US. So this is something that is on the table. It's being under negotiations now under our presidency. We're going to push it as far as we can, but it's important to create this awareness within the European digital community, if you want, that DGA is a very crucial piece of framework, legal framework that we have to have in power as soon as possible. Now, regarding what Jean-Luc, I believe, said, pointing out the importance of lower down regulation, I agree. Somehow I agree. Cables are the infrastructure. And I mean, I think we're on the right track here, especially if Europe embraces this initiative from Portugal in order to have a complete and comprehensive digital strategy in terms of international connectivity. What we have to focus now, because cables will remain as the main platforms to enable us to flow data around Europe and to benefit all the consumers and all the companies and all the citizens. So what we do now is to have the legal frameworks that will enable us to have confidence on that flow of data, to feel secure when we share our data, not only with the GDPR, but as I said, and I would like to underline that once again, the DGA, the Data Governance Act, because everyone is very focused on the DSM, on the DSA, but before that, we need to know how can we regulate and how can we ensure that our data flows in a very secure way, and especially respecting our privacy. That's the main idea that I wanted to leave here in terms of legal framework. Thank you.
Jean-Luc, vous vouliez... Moi, je trouve ça très bien comme mot de la fin. Hein. Je veux dire, la vraie question, c'est bien la donnée et la sécurisation et l'usage qui est fait de ces données. C'est ça qui est au cœur du débat. Le reste ne sont que des moyens ou des accessoires et la vraie problématique, elle est bien autour de la donnée. Écoutez, effectivement, c'est une question qu'on a largement abordée dans cette séance. Alors, je vais prendre quand même quelques questions. Vous avez répondu de toute façon à pas mal de questions là. Peut-être, on revenait sur les GAFA. Les GAFA déployant leurs propres câbles, verrons-nous apparaître de nouveaux opérateurs? Quid de la protection et de la protection et de la collecte des données? Bon, ça, je pense qu'on en a pas mal, répondu. Mais est-ce que après les GAFA, quels autres opérateurs pourraient voir le jour dans ce domaine, si on a déjà un peu une idée? Je pense que la question, elle est autour des acteurs nationaux, hein, et notamment de ce qui va se passer en Chine. Hein. Aujourd'hui, on a un peu parlé des routes de la soie. Hein. Les routes de la soie, c'est une opération de projection de puissance chinoise à travers le monde. Hein. C'est l'économie chinoise qui se déploie à travers le monde. Pour se déployer, elle a besoin effectivement d'un certain nombre de sous-jacents logistiques au sens très large du terme. Dans un premier temps, des trains, des bateaux, des avions, etc. Et elle a maintenant besoin d'une infrastructure digitale pour accompagner ce mouvement de projection de puissance de l'économie chinoise dans le monde. Et les câbles sous-marins en sont des vecteurs, indubitablement. Un PIS, qui est le premier câble chinois des routes de la soie, atterrira bientôt en France. Il y en aura d'autres. La question, effectivement, d'une future, entre guillemets, domination ou intervention forte des autorités chinoises dans le domaine des câbles sous-marins sur leur zone d'influence, hein, qui sont l'Asie d'un côté, l'Afrique de l'autre, et avec des extensions éventuellement vers l'Europe, et pour nous la prochaine question. Et alors, ça le rejoint peut-être, mais une question très, très pratique qu'on n'a pas forcément abordée, mais est-ce qu'on a une idée du coût total à la fois de la fabrication et de la pose d'un câble, par exemple un câble transatlantique? Oui, bien sûr. Bon, oui, bien sûr. Tous les câbles transatlantiques, aujourd'hui, allez, tout compris, je vous le fais à 300 millions de dollars. Bon, effectivement, c'est une petite somme. Par contre, un transpacifique, un simi-oui, hein, aujourd'hui, ouais, allez, on va monter jusqu'à 800 millions. Effectivement, c'est un investissement considérable et on comprend du coup le positionnement des acteurs qui se sont positionnés sur ces câbles. Et par ricochet, puisqu'on en a aussi pas mal discuté, mais on a une dernière question sur quels risques et quelles réflexions autour de la sécurité de ces câbles, à la fois d'une menace interne et extérieure. C'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure de pays qui pouvaient, j'allais dire simplement, mais finalement de façon visiblement pas si compliqué que ça, couper un câble pour limiter l'accès à Internet dans leur pays. On a aussi pas mal de questions qui rejoignent ça et qui parlent un peu des querelles entre États ou de l'enjeu que peut représenter l'infrastructure physique du câble au-delà de la donnée qu'elle représente. Quel est l'état des lieux aujourd'hui? Alors c'est vrai qu'on est très dépendant des architectures de câbles sous-marins, hein. Notamment sur l'Atlantique. Il est à prévoir que si un grand nombre de câbles sous-marins sur l'Atlantique était interrompu, le fonctionnement de l'Internet en France et en Europe connaîtrait de très très graves dysfonctionnements, probablement d'ailleurs même jusqu'à des possibilités d'arrêt totaux. Donc voilà, ça reste des infrastructures sensibles, mais au même titre que d'autres infrastructures sensibles, comme l'énergie ou autres. Donc voilà. Alors, on a beaucoup réfléchi avec certaines autorités, hein, sur effectivement qu'est-ce qui se passerait si un pays menaçait les communications sur l'Atlantique. On sait que c'est une notoriété publique, on l'a vu dans tous les journaux, que les Russes se sont beaucoup intéressés ces temps-ci au trajet des câbles sous-marins et qui disposent de vecteurs opérationnels, aussi bien en termes de navires de surface que de sous-marins, pour ce faire. Bon,
Maintenant, on pense que les capacités d'interception d'un câble sous-marin sous la mer, même si elles sont théoriquement possibles dans des conditions extrêmes, ne sont pas réellement réalisables. On ne pense pas qu'on assisterait à des choses de ce type. Ce serait extrêmement peu discret, difficile à mettre en place, et il existe de vraies alternatives sur Terre beaucoup plus faciles à la mettre en place. Le fait, par contre, de menacer une économie en menaçant la coupure d'un certain nombre de câbles sous-marins est probablement une réalité, mais on serait dans des conflits d'assez haute intensité, et ce ne seraient probablement pas des opérations discrètes du même type que celles qu'on peut voir arriver dans le domaine de la cyberdéfense. Alors, Philippe, je crois que vous vouliez aussi réagir sur ce point-là. Yes, very briefly, and based on the message that I'm receiving from my colleagues to Jean-Luc, something that also may be interesting for the general, on the submarine cable that we're now putting between Portugal and the islands, we're going to include sensorization on that cable, which will enable not only to detect seismic activity, that will also be useful to prevent tsunamis and things, or not to prevent, of course, but to create awareness and to launch the alarm before the tsunami hits the shore, but also in terms of security. And Jean-Luc was addressing that, which is a very important geopolitical game that we are playing now, and people are not aware of that. So I would like to second what Jean-Luc has said now. Also, this sensorization system will enable to detect movements in the water, not only submarines, but also vessels that sometimes are a danger to the submarine infrastructures, as you know. So this is something that I will encourage you to look in detail, because this is somehow a new approach. It's state of the art, and Link is working on that in order to enable the cables to have sensorization that will prevent events, or at least will enable governments to be better prepared to dangerous situations, not only natural disasters, but also in terms of security, detecting the movements underwater and on the top of the water as well. Merci. Alors, ce sont des technologies qui existent et qui sont déployées. On met déjà effectivement des technologies de sensorisation autour de certaines zones de câbles sous-marins, notamment auprès de l'atterrissage, dans les atterrissages, quand on arrive près de la Terre où il y a des mouvements humains. Donc ça marche bien pour éviter, par exemple, qu'un pêcheur s'approche un peu trop près d'un câble. Maintenant, encore une fois, si on était dans des situations de conflit, etc., je ne suis pas sûr que ce genre de technologie serait très pertinente. Et de toutes les façons, on se rendrait bien compte à un moment que le câble est couplé, que ce soit par ascenseur ou simplement parce qu'il serait coupé. Voilà. Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup. Ah, Camille, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, alors juste très rapidement sur ces aspects un petit peu davantage géopolitiques. En fait, bon, il y a beaucoup de fantasmes effectivement sur ce qui est faisable ou non, et c'est sur ce qui se fait ou pas par les États sur ces câbles. Je pense qu'il faut aller au-delà de ça, se dire qu'il y a effectivement des actions historiques qui ont été toujours menées sur les câbles sous-marins dans des contextes bien déterminés, mais qui sont effectivement plutôt des conflits et des actions de haute intensité. Il y a évidemment des actions de captation dont les révélations Snowden ont fait part et voilà, et qui sont partagées par d'autres États. Ça, c'est une certitude. Après, je pense que toute cette gesticulation, que les menaces soient réelles ou non, de la présence des États à proximité des infrastructures en mer, etc. De toute façon, c'est quelque chose qui participe en fait au jeu des puissances au niveau des technologies, du numérique, comme on le voit avec la 5G. On est vraiment sur des rapports assez classiques de puissance. D'autant plus sur ces infrastructures qui sont à la fois maritimes, terrestres et puis cyber. Donc, elles ont vraiment ce pluridimensionnement en fait qui fait qu'elles sont intéressantes et que effectivement il y a des leviers différents à activer, que ce soit physique, cyber ou autre. Et puis, je pense qu'il faut avoir aussi conscience qu'il est impossible de protéger ces infrastructures de bout en bout, déjà parce qu'elles sont la plupart du temps soit bilatérales, soit multinationales. Donc, ça implique effectivement un accord global, ce qui est aujourd'hui impossible. En tout cas, il y a des diversités d'intérêts qui sont trop forts. Et donc, à partir de là, c'est surtout des initiatives nationales qui vont amener à la protection d'un bout des câbles sous-marins, soit des structures terrestres
où il y a les équipements physiques nécessaires à la transmission des données, ou des équipements en mer, mais qui seront effectivement sur les eaux qui sont sous souveraineté. On ne pourra jamais avoir une protection totale des câbles sous-marins, à la fois au niveau national et au niveau plus partagé, européen ou global, international. Merci beaucoup, Camille. Effectivement, on comprend bien que mais les possibilités d'action sont relativement limitées, de sécurisation en tout cas sont sinon limitées, du moins, elles ne peuvent pas être absolues, mais c'est quand même le cas de beaucoup de choses. On n'arrive jamais à une protection intégrale de toute chose. Donc, finalement, les câbles sous-marins suivent un peu le même sort que beaucoup d'autres infrastructures. Alors, si vous n'aviez pas d'autres points à rajouter sur… Ah, si, Félix. Non, juste un tout petit point sur la question du réchauffement climatique, parce qu'il y avait une étude qui était parue sur le fait que beaucoup des data centers liés aux câbles sous-marins et qui sont effectivement là où se passe beaucoup de choses dans les data centers risquaient d'être submergés par les eaux. Ça, c'est un premier point sur lequel il faudra être très attentif en Europe en termes de prospective. Et deuxièmement, il y a une initiative de l'Union internationale des télécommunications à l'UNESCO qui date d'il y a une dizaine d'années pour mettre des capteurs sur la salinité de l'eau et pour en fait être en capacité d'évaluer le réchauffement des océans au fond de l'eau. Alors, je ne sais pas si cette initiative a réussi à percer, parce qu'il y avait beaucoup de climatologues qui avaient été autour de cette initiative au niveau des câbles qui sont posés actuellement, mais ce serait intéressant aussi de les utiliser pour surveiller les océans, non seulement sur les menaces humaines, mais aussi sur les risques liés au réchauffement climatique. Écoutez, c'est noté. On va se renseigner sur cette initiative et voir ce qu'il en est. Général, est-ce que vous vouliez peut-être écoutez, d'abord, je voudrais vous remercier d'être intervenu. Je vais laisser Amélie aussi sur l'écran. Vous remercier d'être intervenu pour nous parler justement de cette problématique des câbles. On voit bien que ce n'est pas simplement un conduit avec de la fibre optique, c'est bien plus que cela, c'est de la géopolitique, c'est du droit, c'est du développement économique. Et grâce à vous, en fait, nous sommes câblés maintenant, nous sommes capables de mieux comprendre les enjeux. Et vraiment, merci à Felipe Batista d'être intervenu au titre de la présidence portugaise de l'Union européenne. Vous savez que nous devrons, nous, l'année prochaine, assurer cette présidence. Et c'est la raison pour laquelle, le 25 mars prochain, l'Agora du FIC portera justement sur la PFUE, la présidence française de l'Union européenne, pour savoir en fait quelles sont les grandes idées qu'on peut faire monter dans la continuité bien sûr de ce qui a été fait par nos amis portugais. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont là ce matin. C'est vraiment d'imaginer d'être une force de proposition.